dans le balado cette semaine. On se promène parmi les dinosaures et on cherche à séparer nos parents qui se disputent un peu trop. Bienvenue dans mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut Pat. Alors, le retour d'une grande franchise et de personnages classiques cette semaine sur nos écrans. Oui, ben écoute, on l'a déjà dit d'emblée, c'est l'été, hein, c'est le retour des films à grand déploiement. Et on dirait peut-être, j'avais juste pas remarqué, là, depuis un an ou deux, les legacy characters qu'on appelle, là, le IP value qui revient encore plus. Je sais pas s'il y a un effet, pourtant c'est des productions qui avaient commencé avant la pandémie pour la plupart, là. Mais il y a eu cet effet-là sur beaucoup de gens. Je pensais que j'étais comme un cas unique, mais après en discutant, quand il y avait le confinement puis tout, beaucoup de gens ont plus réécouté, revisité les films, la musique, les trucs qu'on aimait peut-être sans le savoir pour nous rappeler un bon temps, ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait peut-être le côté réconfort pendant la pandémie de retourner à notre jeunesse, à ses sentiments. Exact. Fait que là, c'est drôle de voir, c'est ça, là, 2-3 ans plus tard, que on ramène ça dans les Scream, dans n'importe quoi. OK, on vous remet les personnages originaux, vous avez de l'attachement pour ça. Voilà, c'est une tendance qui est très payante, comme on peut le voir. Alors, je crois qu'on peut miser là-dessus encore pour les prochaines années. Donc, avant de vous parler de ce Jurassic World Dominion, faisons le tour un peu des actus. C'était la 24e édition des prix Gala Québec Cinéma dimanche dernier, animée par Geneviève Schmidt. Et il y a un gros gagnant. Ouais, littéralement, les oiseaux Yves qui a remporté 10 Iris, à peu près tout. Ouais, je pense qu'il était en 16 nominations, ça se peut quelque chose comme ça. J'ai pas noté, mais c'est une très belle bonne moyenne au bâton. Rafle, oui, absolument. Notamment meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario. Direction photo. Oui, c'est ça, de Sarah Michara, qui était en double nomination parce qu'elle était nommée pour Norbourg également. Je pense meilleure musique aussi pour... zut, j'ai oublié son nom. J'en avais parlé dans l'épisode. En tout cas, puis lui aussi avait 2-3 nominations. Il a fait de la musique de plein de films. Puis là, je m'en veux. Peut-être que ça va me revenir dans 20 minutes, je vais crier son nom comme ça. Puis on note notamment Hélène Florent, qui est la première personne homme-femme de l'histoire à remporter meilleur comédien principal et comédien de soutien. Fait que donc ici, pour son rôle dans Les Oiseaux Ivres et son rôle de soutien dans Maria Chapdelaine pour la mère de famille. Tout un exploit et très mérité parce qu'elle était vraiment très bonne dans les deux rôles. Absolument. Et il y avait Luc Picard puis Robin Aubert qui avaient eu la double nomination, si on veut, mais ils n'avaient pas remporté, juste même, à tout le moins pas les deux. Je ne sais pas s'ils avaient remporté un des deux même. Fait que bravo à elle, c'est amplement mérité. D'ailleurs, vous pouvez regarder dès cette semaine, là, je pense qu'il y a quand même certaines salles qui remettent Les Oiseaux Ivres sur leurs écrans. Sinon, c'est des films qui sont disponibles à la maison, mais très appréciables en salle de cinéma. Vraiment. On note aussi justement 4 prix pour Maria Chapdelaine. Il y a L'Arracheuse de temps qu'on avait bien aimé à l'époque, qui a remporté des prix plus techniques, direction artistique, effets visuels, maquillage. Fait que c'est quand même très mérité justement pour ce film. Beaucoup de soins techniques de la part de Francis Leclerc. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une première aussi, mais dans la catégorie effets visuels, je pense que c'était la seule personne qui était nominée, c'était la même, je pense, surtout 3 fois. Ça se peut, OK. Ce qui est assez drôle. Ouais, ben effet visuel, ça compte aussi le numérique, je pense, puis des choses comme ça. Puis tu sais, on n'a pas une tonne. Ouais, on n'a pas des dinosaures à CGI, mais il y a toujours un petit peu plus, quand même ici, de green screen, puis de correction, puis d'affaires qu'on pense. Là. C'est juste que quand c'est tellement bien fait, ben on prend pour acquis qu'il n'en a pas. Là. On s'attend à être... c'est pas juste dans Star Wars qu'il y en a, finalement. Je peux noter aussi Norbourg, qui a gagné le meilleur interprète masculin à Vincent Guillaume Otis, qui lui est encore à l'affiche dans plusieurs cinémas, qui a franchi d'ailleurs le cap des 500 000 $, récemment. Et niveau documentaire, quand même, Comme une vague de Marie-Julie Dallaire, qui avait été produit par Jean-Marc Vallée, qui a remporté 3 prix, dont celui de meilleur long-métrage documentaire. Là, ça avait joué genre en septembre dernier là, sur la relation avec la musique et nous, que j'ai pas vu malheureusement, mais que j'essaierai de me reprendre.
Alors, très bien. Sinon, autre nouvelle? Je parlais des IP Value. Scream 6 qui va tourner cet été, qui va être tourné cet été à Montréal. On avait confirmé... Courtney Cox, c'est ça, j'avais Arquette en tête, mais ce n'est plus Courtney Cox. On se demandait pour Neve Campbell, but no, elle sera pas là. Dispute salariale, semble-t-il. Ouais, qu'elle disait que, je la comprends, qu'elle a travaillé toute sa vie et sa carrière pour bâtir son image. Elle a travaillé beaucoup sur la franchise Frisson, Scream, évidemment. Puis elle a trouvé que le cachet proposé n'était pas à la hauteur de ce qu'elle valait. Fait qu'ils ont dû négocier un peu, ça marche pas. Elle dit, regarde, c'est comme ça, là, je m'en cache pas, c'est ça la raison. Fait que je serai pas là. Mais le fait qu'elle sorte ça publiquement, je me demande s'il n'y a pas aussi une petite tactique de négociation pour essayer de faire pencher en faveur de cette décision-là là, sur les réseaux sociaux. Donc, ce serait peut-être pas étonnant qu'il y ait un revirement de situation dans la prochaine semaine ou deux. Là, mais... Si ça se produit. En fait, le même genre d'histoire est arrivé il y a pas si longtemps. C'est plus pour le monde télévisuel. Mais il me semble qu'il y a un reboot ou une continuation de Futurama qui va se faire. Puis celui qui fait la voix de Bender, du robot, c'était un peu les mêmes raisons. Il dit, toute la série vient de nous. Je pense qu'on mérite un salaire plus que généreux, surtout considérant l'argent que vous allez faire. Puis, il trouvait que c'était pas à la hauteur, fait qu'il a refusé, mais il l'a laissé savoir. Fait que là, les gens ont fait, si vous ne prenez pas lui, ça n'a pas de sens. Fait que là, ils n'ont pas eu le choix de plier. Puis il a dit, merci, là, je suis juste, je dirais grassement, mais disons, justement payé. Honnêtement, j'ai hâte de voir le scénario de cette prochaine mouture de Scream, mais je pense que ça aurait été l'occasion vraiment idéale pour délaisser là, les personnages originaux, de pas les mettre de pas les ramener, puis de juste qu'on poursuive avec la nouvelle génération de personnages. Je pense que ça aurait été bien, mais bon, on verra. Puis je pense que oui, mais là, je sais pas si c'est un peu comme un directeur général d'équipe sportive. Là, comme là, il voulait ses 2 agents libres, les 2 filles. Finalement, il y en a juste une, c'est 2. Fait que là, on dirait que tout le match fonctionne moins parce que le plan, c'était d'avoir les 2. Fait que là, c'est un peu bizarre de ramener, comme tu dis, juste une sur 2. Puis, c'est ça. Fait que tant qu'à ça, il aurait été mieux de let it go. Puis, à la limite, dans ton 7e ou 8e film, parce qu'ils vont arriver, tu peux refaire un clin d'œil, mais là, donne-toi la chance de faire un film sans eux autres. Tu viens d'avoir un très bon succès avec le 6, puis je pense que tout le monde s'attendait à... Puis, elle demandé une question de plausibilité aussi, de dire combien de fois dans ta vie, c'est un peu comme les Die Hard aussi, là, combien de fois que tu vas te pogner avec des terroristes à sauver le monde. Fait que, bref. Ouais, puis en plus, le lien des tueurs les quittait de plus en plus. Là. On s'entend que Gale Weathers, elle, ça a comme plus rapport. Là. Déjà que c'est plus parce qu'elle se tenait avec... c'est ça, avec cette gang-là. Avec Sidney Prescott. Mais là, voilà. Ils vont nous surprendre, mais j'ai confiance quand même en l'équipe de réalisateurs et de scénaristes. Oui, c'est les mêmes qui reviennent, donc... Et on nous promet d'ailleurs, c'était la comédienne Jenny Ortega en entrevue cette semaine qui disait que ça va être encore plus graphique et intense que le dernier volet. All right. D'autres nouvelles de films à venir? Ouais, moi j'ai... en fait, le 8 juin, c'était la journée Ghostbusters. Alors, je pense que c'est comme rendu c'est parce officiel. Que c'était comme la sortie du premier film? Effectivement, en 84. Donc, on a mis ça le Ghostbusters Day. Donc, il y avait une gros événement avec Jason Reitman. Donc, maintenant qu'il a pris les rênes de la franchise de son père, Ivan Reitman, qui est décédé. Donc, il y a juste une petite mention. Donc, évidemment, on avait annoncé qu'il y aurait une suite à Ghostbusters Afterlife. Donc, on n'a pas de titre présentement, mais Reitman a confirmé que l'intrigue se déroulerait donc à New York pour ce prochain film-là. Donc, on a pu aussi le voir un petit peu à la fin là, de Ghostbusters Afterlife, où le Ghostbusters Winston Zeddemore rapatriait la Ecto-1 dans la fameuse édifice des Ghostbusters, dans le bureau. Mais ça, c'était comme une scène dans le générique. À la fin, c'est ça. Ouais. Parce que quand on l'avait vu ensemble, on n'avait pas écouté le générique. Puis j'avais pas vu ça. Puis toi, t'es retourné le voir avec ta famille et tout. Là. Fait il y en avait une au tout début avec Sigourney Weaver. Puis on pensait que ça se terminait là, mais finalement... Il y a juste les Marvel qui ont vraiment... on reste jusqu'à la fin, mais... je comprends ce qui s'est passé, mais je l'ai pas vu de mes propres yeux. De mon côté, il y a, en parlant de suite, Joker Folie à 2 de Todd Phillips et aussi co-scénarisé avec Scott Silver, qui avait fait le Joker avec Joaquin Phoenix en 2019 de mémoire. On confirmé que
on allait avoir cette suite. C'est sûr que le titre Folie à deux nous laisse penser que peut-être qu'on va avoir une Harley Quinn, mais ils n'ont rien dit pour le moment. Je suis allé fouiller un petit peu. En psychologie, c'est vraiment un partage de folie. Donc, c'est quand quelqu'un est influencé par un autre, par la folie de l'autre. Donc, ça ressemble beaucoup au personnage d'Harley Quinn. Ouais, c'est ça. Puis dans cet univers-là aussi, on a un Joker plus cinquantenaire, puis un Batman qui a comme 9 ans. Fait que ça risque pas d'être cette confrontation-là. Je pense qu'on va rester au niveau de la psychologie du Joker puis de ses problèmes à lui. Mais là, qui doit être pas mal en cavale et qui s'installe comme criminel d'une certaine manière. Todd Phillips avait dit qu'il forcerait pas une suite, que ça y prendrait une bonne idée. J'imagine que du côté de Warner, il a dit prends le temps qu'il faut, mais trouve une bonne idée, s'il te plaît. Je me souviens plus que c'était un aussi gros succès. Ça avait fait 335 millions en Amérique du Nord. Amérique du Nord, c'est en fait États-Unis, Canada. Ouais. Puis 1,07 milliard mondialement pour un film quand même budget, adulte comme ça. Là, c'est quand même fascinant. À peu près presque 7 millions au Québec. Puis on se rappelle, une critique, j'ai regardé Rotten Tomatoes, un peu moins que 70%, mais presque 90% par le public. Là, voilà. Ça a vraiment été apprécié par les fans. Ah non, le bouche-oreille a été phénoménal. Et puis, ça prouve aussi la popularité du personnage de Joker. Là. Je pense que c'est un des méchants. Puis la performance de Joaquin, même si on reprochait qu'il avait copié beaucoup de choses à Scorsese dans ses films, je pense qu'il s'en cachait pas non plus, que c'était ses inspirations et tout. D'ailleurs, Robert De Niro qui était... de part au générique. Fait que on n'a pas de date pour l'instant. J'imagine que si le scénario, ce qu'on a vu sur Instagram, le scénario est là, Joaquin Phoenix le lit, fait que ça peut être déjà un tournage cet été, ça peut être très rapide ces affaires-là. Plusieurs bandes annonces sont dévoilées. Il y en a plusieurs là-dedans qu'on avait vu justement à Show Canada récemment, mais là, elles sont offertes à tous. Strange World, le prochain film de Disney Animation, donc pas Pixar, mais vraiment Disney, qui avait Encanto était leur dernier film. Là, on est vraiment un genre en animation, mais un hommage à les films d'aventure, science-fiction des années 50, là, un peu à la Voyage au centre de la Terre, puis des choses comme ça. C'est Jake Gyllenhaal qui fait la voix du personnage principal. Ça va sortir cet automne là, pour le Thanksgiving américain. C'est un petit teaser là, qu'on voit. On comprend pas trop l'histoire, mais on voit qu'il va y avoir des créatures puis de l'univers incroyable, si on veut. Oui, visuellement, c'est assez époustouflant. Donc, ça devrait être un autre succès pour Disney, assurément. Ouais, moi j'aime bien l'idée de créer des nouvelles idées, des nouvelles aventures, là, pas d'être juste dans les suites tout le temps puis les spin-offs. Vraiment. Fait que donnons-leur la chance. Black Adam des Warner Bros, des DC, du DCU. Ouais, donc ça fait partie en théorie de l'univers donc de Zack Snyder, de cette incarnation-là des personnages. Fait partie plus particulièrement de l'univers de Shazam. Alors pour ceux qui ont ça serait comme un ennemi de Shazam. Effectivement. Donc, je sais que le plan, c'est de réunir les deux dans un film parce qu'il va y avoir aussi une suite à Shazam pour les fêtes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Dans le fond, Black Adam, c'est genre 21 octobre. C'est ça. C'est avec Dwayne Johnson, dit The Rock. Je pense qu'il ne veut plus qu'on dise ça, mais en tout cas, il nous écrira s'il y a un problème. J'ai comme producteur aussi, c'est un projet lui est attaché, porte depuis longtemps. Là, c'est un de ses personnages. Si je me souviens bien, là, ça doit être une série qui lui tient à cœur. Puis il hésitait en tête Black Adam ou Shazam. Puis il a comme choisi ça. Fait que là, tu vois, c'est ça, comme tu dis, il crée cet univers-là. Mais le prochain Shazam qui lui va être à Noël, donc ça va être le film suivant de la saga. C'est pas avec Black Adam. Non, mais il pourrait sûrement nous le mettre dans les scènes à la fin du générique pour nous dire stay tuned, ça s'en vient. Je parie un petit 10 là-dessus qu'il va y avoir une référence. Il y a, moi j'aime bien ça prend toujours une espèce de doyen là, ou une doyenne, un ancien acteur établi. Là, c'est Pierce Brosnan cette fois-ci qui fait un genre de Dieu ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est un super-héros que je connais moins. Il s'appelle Dr. Fate. Donc. Docteur Destin. Ouais. Fait que, puis Black Adam, qu'on sait pas trop s'il est gentil, méchant, là, un peu. En théorie, c'est vraiment un méchant. Fait que c'est un peu l'approche de Joker, là, tu sais, faire un film ou Morbius.
mais qui est peut-être un peu plus nuancé comme personnage. Mais en tout cas, ça va être à voir. Il y a Bullet Train qui a sorti une deuxième bande-annonce. À l'époque, la sortie était annoncée pour le 15 juillet. Maintenant, c'est pour le 5 août avec Brad Pitt. Et puis, c'était lui qui c'était comme un échange. Là. Dans le fond, Sandra Bullock, dans son La Cité perdue, Brad Pitt faisait un caméo. Ben là, ici, c'est le film de Brad Pitt, Sandra Bullock qui fait un caméo, qui est comme celle qui donne des commandes et des ordres. On est dans un train à haute vitesse au Japon. Puis, tout le monde cherche à s'emparer d'une certaine mallette. Fait qu'il y a un genre de côté funné à la Fight Club. Ouais, puis même, je te faisais penser au premier film de Guy Ritchie aussi. Ben, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. J'ai dit Fight Club, je voulais dire Snatch. Ouais, oui, excuse-moi. J'ai mêlé... Mêlé les deux, c'est pas plus grave. C'est ça. J'avais la même chose en tête, mauvais nom. Donc, de l'action, esthétiquement, visuellement assez intéressant, de l'humour un peu ironique et cynique à travers tout ça. C'est donc, ça. C'est quand même, moi, j'appelle de l'humour de coup de poing d'en face. Là, genre. Mais... on a vu des petits extraits à Show Canada, puis ça a l'air très prometteur. J'étais sceptique au début, mais on comprend mieux le ton, évidemment, dans un extrait de film que dans bande-annonce. Puis finalement, ça pique ma curiosité. Je pense que ça va être un divertissement intéressant. Ouais, ben c'est quand même aussi les réalisateurs de John Wick. Donc, je pense qu'esthétiquement, ça se retrouve dans les palettes de couleurs aussi. Je m'avais beaucoup étonné du premier film de John Wick aussi. Je trouve qu'il y avait une belle recherche dans la direction photo et tout ça. Donc... ouais, je pense que ça va être pour les amateurs de ce genre-là, je pense qu'on ne sera pas déçus cet été. Puis ce matin, tu disais Nope ou Ben non au Québec, le nouveau Jordan Peele, une nouvelle bande-annonce. Ouais, une bande-annonce un peu plus longue qui en explique un petit peu plus sur l'intrigue. Donc si... Moi, je vais m'en préserver. Ouais, c'est ça, pour ceux qui veulent vraiment rester vierges. Un film d'horreur comme ça, là, je préfère me laisser surprendre par l'histoire que... y réfléchir pendant 8 semaines pour essayer de le deviner. Je dois confesser que je l'ai regardé. Donc, écoute, on n'en explique pas tant que ça. Je veux dire, le thème central est là, vraiment mis en évidence, mais on ne fait pas de cachette que ça tourne autour des extraterrestres. Là. C'est à moins vraiment qu'il y ait un double twist dans l'histoire. Shyamalan. Mais on en monte un petit peu plus. Donc, voilà, pour ceux qui seraient peut-être curieux. Sinon, attendez la sortie du film. Ouais, le 22 juillet de mémoire. Les nouveautés de la semaine? Ouais. On commence-tu en petit ou en grand? Ouais, allons-y en grand. En grand comme un dinosaure? Ouais, donc Jurassic World de Dominion, retour de Colin Trevorrow derrière la caméra. Il avait tourné le premier Jurassic World. Il n'avait scénarisé que le deuxième parce qu'il travaillait sur son film de Star Wars qui n'a jamais eu lieu. Alors là, finalement, il est revenu pour conclure probablement cette version-là, de cette trilogie-là. Ouais, il me semble que du côté de chez Universal, on disait que c'est comme la fin de la trilogie, puis comme... la trilogie, ça fit bien. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est devenu le standard. Puis, fait que d'après moi, on va pas laisser la franchise mourir, parce que ça va sûrement encore frôler le $1 milliard, mais on va prendre une petite pause puis réévaluer qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Bon, on se souvient peut-être qu'à la fin de Fallen Kingdom, le royaume déchu, il y a des dinosaures partout à gauche puis à droite. Faites attention si vous allez au dépanneur. Puis... là, on ramène tout le monde. Là, il y a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard de la dernière trilogie, mais on va chercher Laura Dern, Sam Neill puis Jeff Goldblum des premiers, surtout du premier Jurassic Park, puis qui ont joué un petit peu dans Lost World puis Jurassic Park 3. Il n'y avait pas de titre. L'oublier, finalement. Ouais, mais c'est correct. Au scénario, il y a aussi Emily Carmichael qui avait travaillé sur Pacific Rim Uprising. Et fait qu'on est dans ce genre de film. C'est gros déploiement, on change pas la recette des précédents. Là, il y a des dinosaures, comme je disais, partout sur la Terre. On apprend à cohabiter avec eux, mais on a quand même une espèce de gros laboratoire qui continue à faire des traitements, des recherches d'ADN et de biotechnologie, des choses comme ça, à ce qu'on dit pour le mieux de l'humanité. Fait qu'on va avoir quand même une espèce de 2 histoires parallèles qui vont finir par se joindre. Royaume déchu était quand même un peu flou dans ma tête. Là. J'en avais pas un si bon souvenir. Puis tu vois, on nous prend quand même un peu par la main là, pour nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé tranquillement. D'ailleurs, on retrouve aussi au cœur de l'intrigue, on retrouve la fillette qui était dans le deuxième. Là, c'est elle qui m'échappait tout ce qui se passait dans la lignée des... c'est quoi dans le nom de famille comme du créateur, là, celui avec la petite canne d'ambre. Donc elle a été modifiée génétiquement et elle est maintenant élevée par les personnages de Chris Pratt et de Bryce Dallas Howard.
Ouais, sauf qu'elle est recherchée. Fait qu'il faut qu'il la cache, etc. Fait que, bon, on va vous laisser apprécier le reste des aventures qu'ils vont vivre. Moi, je trouve qu'il y a des très bonnes séquences d'action de dinosaures. Autant on en a déjà vu, là, c'est le 6e film finalement de la franchise. Je me suis quand même laissé surprendre, là, des fois que j'étais comme, voyons, ressaisis-toi, là, Jeff, ils vont pas mourir, là. Ça fait 45 minutes le film est commencé, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages. Les films précédents duraient à peu près 2 heures. Là, on est presque à 2h30. Où on a plus de choses à établir. Je trouve, c'est j'en parlais avec un collègue, c'est la règle du pistolet de Chekhov, c'est ça? Quand tu vois quelque chose, il faut qu'il resserve plus tard. Ouais. Là, c'est ça, mais avec des dinosaures. Tu vois un dinosaure, tu trouves qu'il n'y a pas assez de temps d'écran, il va revenir plus tard. Fait que c'est peut-être un peu là que ça s'étire dans la longueur du film. Je dirais qu'en général, je l'ai préféré au 2e. Je trouve que la franchise a remonté un peu avec ça. Et même principe, c'est une belle conclusion. J'espère qu'après ça, on va laisser tout le monde tranquille. Mais c'est pas le... Tu sais, il n'y a rien qui va à côté Jurassic Park, puis je pense que c'est ce que tout le monde cherche. T'sais. Jurassic Park était vraiment un chef-d'œuvre. Là, ça a dégradé vite. On a laissé le temps passer. On a refait Jurassic World, qui était un beau clin d'œil au premier dans sa manière d'être. C'était intéressant, même si quelques raccourcis scénaristiques un peu débiles. Puis là, après, c'est quand même plus bas. Là. On est quand même un palier en dessous. Ouais. Mais je pense qu'au cinéma, c'est un divertissement qui vaut la peine. Des tyrannosaures qui rugissent, des nouveaux dinosaures, des méchants qui nous font penser quand même à des dirigeants d'entreprise plus grands que n'importe quel pays. C'est pas si science-fiction que ça, finalement, là-dessus, au final. Michael Giacchino, qui est à la musique, lui qui est partout maintenant. Là. Ouais. Mais je pensais que c'était un jeune. C'est comme si son nom m'avait pas happé jusqu'à tout récemment. Puis finalement, c'est quand même un monsieur qui doit avoir une cinquantaine, là, puis qui a fait énormément de films depuis comme 20 ans. 20-25 ans. Là, puis il a fait beaucoup de séries télé, des grosses séries, tu sais, avant d'aller au cinéma. Tu sais. Fait que là, récemment, il était dans... de Batman, entre autres. Là. Je me souviens qu'il a fait... il était dedans. Qui a fait la musique, le thème original. Mais je pense que c'est lui qui a fait aussi les... fait quelques Marvel. Ouais, puis c'est-tu Indestructible, là, la série des Disney animés Pixar, que c'est une famille de super-héros, là. Puis c'est full jazz. Incredibles, oui. Ouais, Incredibles, c'est ça. Ouais. Fait que c'est lui qui avait fait ça et tout. Fait que, ouais, il est partout. Beaucoup de musique, je dirais qu'il y en a peut-être un peu trop, à mon avis, que dans les séquences d'action, ça supporte bien, mais des fois, juste dans les dialogues, il n'y a jamais de break, là. Lui, il devait trouver de l'inspiration pour varier tout ça. On ramène le clin d'œil parfois, mais pas trop souvent, du fameux thème original de John Williams. Puis en regardant, j'étais quand même surpris que Colin Trevorrow, là, je savais même pas que c'était lui. Je me serais même pas douté que c'était lui qui avait fait ça. En 2012, son premier long-métrage était Safety Not Guaranteed, là, donc sécurité non garantie. Ça, c'était avec... Aubrey Plaza, puis Mark Duplass, puis film très indie, d'ailleurs Jake Johnson aussi, qui était là-dedans, ou de quelqu'un c'était comme une journaliste qui s'infiltrait sur quelqu'un qui avait une annonce classée qui parlait qu'il voulait remonter dans le temps, fait que indie sci-fi, comédie. Puis tu sais, tout de suite après, il est allé faire Jurassic World, puis Book of Henry, puis il est parti, là, fait que c'est comme si pour lui c'était juste une porte d'entrée, mais qui est vraiment du cinéma indie américain. Fait que je comprends pas comment son CV a fait pour être ainsi. T'sais. C'est comme si quelqu'un avait travaillé genre dans un café 3e vague, puis sa job suivante c'est CEO d'une compagnie d'informatique. Genre, t'es comme, mais voyons, comment ça a jumpé de même. Fait que c'est quand même drôle. Je pense qu'il y a eu un gros buzz probablement dans l'industrie. Tu sais, des fois, ces petits films-là circulent beaucoup à l'interne dans ce milieu-là à Los Angeles. Donc, ça fait tourner des têtes. Puis probablement que Frank Marshall, qui est le producteur... des connexions, ça nous prend, c'est ça. Tu sais, un sang nouveau. Il peut amener quelque chose de nouveau. Puis... bref, moi pour ma part... Tant mieux pour lui s'il est là où il veut être. Ouais. Moi, pour ma part, je dois avouer que j'ai aimé retrouver les personnages d'origine. J'ai trouvé que c'était bien amené. Ouais. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'humour. J'ai trouvé le film peut-être là, un peu lourdeau par moment. Puis, c'était un peu long avant que Ian Malcolm, Jeff Goldblum fasse ses petites jokes. Là.
Mais je trouve qu'une fois que tous ces personnages-là étaient réunis ensemble, je pense que c'est là que ça prend vraiment vie, parce que faut quand même le souligner, au début, le film est un peu en deux tons. Là. On est dans une partie très action avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui fait penser presque à la Jason Bourne. Puis après ça, on est dans un autre ton, un peu plus comme le premier Jurassic Park. Ouais. Un peu Erin Brockovich, là, tranquillement, qui s'installe. Là. Mais ceci dit, écoute, la recette fonctionne. On est là pour voir des dinosaures, pour voir des scènes d'action. Et je pense que les amateurs ne seront pas très déçus, là, sans que ce soit pas un chef-d'œuvre, mais peut-être pas aussi surprenant que le premier Jurassic World. Ouais, c'est ça. C'est comme si la trilogie va passer à l'histoire, comme un peu du côté des Star Wars, mais individuellement, c'est pas le film qu'on va se rappeler le plus, mais boudez pas votre plaisir. Moi j'ai un coton ouaté, mais j'ai mon chandail avec des dinosaures dessus, en dessous, là, mon gaminet favori. Donc pour ceux qui auraient été déçus par le deuxième volet, celui-ci est quand même un peu plus satisfaisant. Au Québec, il y a une petite surprise. On parle de gros dinosaures à petits-enfants mignons. Pas de chicane pas de chicane dans ma cabane. Premier film de Sandrine Brodeur-Desrosiers qui a un peu des accents de film de conte pour tous. Oui, tout à fait. Puis, allons-y directement au synopsis. On a Justine, une gamine de 12 ans, qui croit vraiment que ses parents se chicanent souvent, ou comme ils disent, on chicane pas, on argumente. Puis elle se dit, je pense qu'il serait vraiment plus heureux s'ils divorçaient. Au moins, il n'y aurait plus ce climat toxique-là. Puis, fait comme eux, ils n'envisagent pas ça. En plus, ses parents sont 2 avocats, ou du moins travaillent dans le monde juridique. Fait que, tanné des cris et de la chicane qu'il y a partout à la maison, avec sa bande d'amis, elle va organiser un tribunal de divorce au spectacle de fin d'année. Dans le fond, qui a 12 ans, est en 6e année, fait qu'elle s'apprête à graduer du primaire. Fait qu'il y a ce côté-là, comme tu dis, des gangs d'enfants qui préparent, pas nécessairement un mauvais coup, mais comme une aventure, qui ont un plan, qui mettent l'épaule à la roue pour que ça fonctionne. Ouais. Au générique, on a la fillette principale, c'est Charlotte Saint-Martin, puis les deux, on a écouté le film, puis on dit, si, où qu'on l'a vu? C'était dans Maria Chapdelaine, justement. Elle faisait la jeune sœur, là. Elle avait joué aussi dans Les Affamés, donc je me souviens plus de tous les personnages, mais une fillette. Isabelle Blais puis Pierre-Luc Briand qui font les parents et qui, eux, sont un couple dans la vraie vie. En fait, jouent vraiment souvent au cinéma des couples, et souvent des couples que ça va pas nécessairement bien. Là. Session de thérapie. C'est ça. Puis qui sont aussi des musiciens qui ont eu des groupes ensemble, qui n'ont un encore aujourd'hui, je pense. Fait qu'il y a ce côté-là qui est un peu voyeur, mais qui est intéressant de voir des vrais couples. Comme il y a un temps, c'était, je pense, Roy Dupuis puis Céline Bonnier, qu'on a vu faire des couples à l'écran pendant un certain temps. Fait qu'il y a de quoi de sympathique là-dedans. C'est pas un film qui veut faire la promotion du divorce. Ça commence comme ça, avec des extraits d'enfants qui vendent ça. Puis plus tard dans le film, dans le récit, on va comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en train, certains enfants, de vanter le divorce de leurs parents parce qu'ils ont 2 Noëls puis 2 fêtes puis que c'est mieux comme ça. T'sais. Fait que moi, j'ai trouvé ça super charmant, comme tu dis, cette vibe-là. C'est vraiment bien filmé à hauteur d'enfant. Et c'est sûr qu'il y a des petits raccourcis de scénario ou des affaires un peu arrangées avec la fille des vues dans ce cas-ci. Mais moi, je trouve ça sympathique. Là. Si j'avais eu 12 ans, 10 ans, quand j'avais écouté ça, ça peut rappeler l'Attrape-Parents que moi, j'ai connu dans ma jeunesse avec la double Lindsay Lohan. Fait que moi, je pense que c'est un film qui vaut vraiment la peine en famille de prendre le temps d'aller voir ça. Ça rappelait justement, je pensais ça, Pierre-Luc Briand qui avait commencé dans Tirelire, Combine et compagnie. C'était pas de Rock de Mers, mais dans Les Contes pour tous, tu sais. C'est lui qui, avec Vincent Bolduc, dans le fond, étaient les deux qui passaient la petite compagnie, puis c'était le personnage de Pierre-Luc qui empruntait de l'argent à tout le monde, puis que ça créait les problèmes. C'est drôle, tu vois, on l'associe plus à Vincent Bolduc, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, mais effectivement, c'est un retour aux sources pour lui. Mais effectivement, c'est une belle comédie dramatique familiale, très léger, que je pense que les pré-ados vont embarquer parce que les personnages sont vraiment attachants. Puis c'est des personnages, on évite un peu les archétypes quand même, on est dans la modernité, dans la diversité aussi. Absolument. Donc, vraiment beaucoup de skateboard aussi, des jeunes cool. Puis par curiosité, j'étais allé voir un peu le CV de la plupart des jeunes, voir si on les avait vus dans d'autres choses, puis ils viennent pas mal tous de la même agence artistique spécialisée en jeunes talents de 18 ans et moins. Puis il y en a beaucoup qui ont vraiment des skills de skateboard, justement, là, puis ils écrivent ça dans leur CV comme n'importe quel acteur
ça, je voyais, on a parlé à Pierre-Paul Alain récemment, puis tu sais, sur son CV, lui, il est ceinture noire, taekwondo, telle affaire. Tu mets tes skills, ça t'aide à être tourné à gauche puis à droite. Fait qu'il y en a plein que c'était comme telle classe de skateboard, snowboard, des trucs comme ça. Fait qu'il se déplace pour vrai en skate puis en longboard assez souvent. Un petit fun fact, le film est co-scénarisé avec, oui, Sandrine Brodeur-Desrosiers, mais également Maryse Latendresse. Puis dans le film, c'est elle qui fait la voisine, la jolie voisine. En fait, c'est son rôle au crédit, jolie voisine, que les enfants pensent que le père, Pierre-Luc Briand, a une aventure avec elle. On l'entend pas parler, on fait juste la voir parce que les enfants la regardent à travers la fenêtre, des choses comme ça. Donc, pas de chicane dans ma cabane. Si vous cherchez une sortie familiale, d'autant plus film québécois. Et on en parlait justement, ça faisait quand même assez quelques années qu'il n'y a plus vraiment de comédie familiale comme ça, québécoise. Là. Ben, le dernier des Contes pour tous, c'était La gang des hors-la-loi, si je me souviens bien. C'est genre 2010. Là. OK. Puis après ça, on avait eu... Tu as eu Aurélie Laflamme, quand même, il faut souligner. C'est vrai. Toi, tu me parlais aussi à vos marques Party, qui peut-être vise un petit peu plus vieux, peut-être, là, plus début secondaire, justement. Bien que les 10, 11, 12 ans peuvent apprécier aussi. Oui. Si je me souviens... Ben, en fait, c'est juste que dans l'histoire, les gens sont plus vieux. Ouais, ici, on a un des acteurs, là, celui qui a doublé là, une classe. Dans la vraie vie, je pense qu'il y a 15 ans aujourd'hui. Peut-être qu'au tournage, il y avait 14, mais ça marchait. Il joue un 13-14, il y a 14, fait que ça passe. Ouais, on n'a pas acheté des jeunes de 18 ans c'est pour jouer. C'est ça, là, c'est pas la formule. Tu sais, Marie-Lou Wolfe n'est pas là. C'est la formule Watatata ou Ramdam. Alors que dans vos marques Party, Mélissa Desormeaux-Poulain puis Jason Roy-Léveillé, tu sais, il avait déjà passé 20 ans puis il jouait des 15, 14. Ouais. Fait que là, on est vraiment avec des enfants. C'est super sympathique. Puis c'est un genre qu'il y a beaucoup en Europe, du cinéma pour familial en prise de vue réelle, tandis qu'ici, ben, effectivement, depuis qu'il n'y a plus un compte pour tous aux 2 ans, c'est comme tombé. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'au niveau des financements de Téléfilm, puis Téléfilm Canada, la SODEC et tout, ils devraient diviser pour avoir des budgets juste pour films familiaux. Ça serait très bien, je pense. Comme ça en créerait de plus en plus. Peut-être que la qualité serait pas... Ben, ça serait pas mauvais, mais qu'au départ, il y aurait moins de créateurs. Mais si, amené, tu vois qu'il y a une TAL qui a par année 8 millions qui est offert pour tourner X projet, ben là, le monde va se dire, ben là, mon idée de film familial, je vais l'écrire parce qu'il y a une demande juste pour ça. Puis ça donnerait l'habitude de pas juste aller voir des Disney, tu sais. Oui. Puis en même temps, ça fidélise ta clientèle. T'sais, nous autres, on était une génération marquée justement par les Contes pour tous. Ça nous intéressait quand même au cinéma. Il y avait l'époque Amblin aussi, tu sais, de E.T. puis tous ces trucs-là. Donc, oui, je pense que ce serait une très bonne solution parce que, et justement, tu parlais des films français, mais on a été gâtés avec Cœur Vaillant qui était un peu dans ce même créneau-là. Il est sorti il y a quelques semaines. C'est ça. Puis, c'est drôle parce que nous, on avait beaucoup apprécié Cœur Vaillant. J'ai vu des critiques plus mièvres qu'on dit par rapport au film. Par contre, Pas de chicane, ben, moi, je le trouve encore vraiment meilleur. Là. J'ai vraiment j'ai ri dans ce film-là. J'ai pas pleuré, mais j'ai ri. J'ai vraiment passé un bon moment. Si j'avais des enfants, je les aurais amenés. Oui, assurément. Parlons film français, donc la comédie de la semaine, comédie française depuis quelques semaines. Oui, il y en a même 2 cette semaine, mais celle-ci, je l'ai vue. Maison de retraite de Thomas Gilou, qui est celui qui avait fait aussi les 3 La vérité si je mens, puis tout. C'est un réalisateur pas jeune, si on peut dire. Là. Il a fait quand même des films début 2000, des années 90. C'est un film de Kev Adams. Il y a également Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Desmongeaux, Liliane Rovère, qu'on avait vu aussi dans 10%. Ça tenait full à cœur à Kev Adams. Là. C'est lui qui... ouais, c'est ça. Il a coécrit le scénario avec Catherine Diamant, qui, elle, avait fait Adopte un veuf il y a quelques années. En France, en général, on a quand même plus de comédies encore qu'ici parce que leur réseau de francophonie est encore plus gros, fait qu'il y a beaucoup de productions qui se font parce que la deuxième vie du film est super forte là, pour les réseaux télé. Et ça fait partie de l'ADN quand même français là, les comédies. Là, fait que ici, Maison de retraite, ben ça se passe dans une maison de retraite. Le personnage principal, celui de Kev Adams, ben il veut éviter la prison, fait qu'il se retrouve à faire 300 heures de mémoire de travaux d'intérêt général, travaux communautaires, dans une maison de retraite. Parce que lui, c'est un orphelin et il a un certain traumatisme avec les personnes âgées, fait qu'il est vraiment très mal à l'aise avec ça. Ça fera pas une comédie juste burlesque de gag, là, si on veut. C'est qu'il va, bien évidemment, apprendre à connaître ces gens-là, surtout un certain cercle de 6-7 qui ont comme leur petite réunion secrète pour
s'assurer que tout va bien, sûr que c'est pas eux qui runnent la maison de retraite, il y a quelqu'un qui est à la tête de ça. Puis, en s'approchant d'eux autres qui vont l'aider à régler peut-être ses problèmes personnels puis à l'extérieur de la maison, il va trouver qu'il y a quelque chose de quand même louche avec la gestion de la maison de retraite. Fait que de son côté, va vouloir aider ces personnes-là à sortir de leur situation. C'est scénario sympathique. On réinvente pas la roue ici. Kev Adams qui joue dans quelques films, quelques navets quand même, mais qui est surtout un humoriste en France. Très connu, c'est ça. En France, c'est vraiment un gros statut. Ici, un peu moins connu. C'est quasiment comme quand Louis-José Hood joue dans un film. Là, c'est ça. Eux autres, puis je pense pour les jeunes aussi, je pense qu'il fait des trucs YouTube. Sûrement, oui. Parce que je sais qu'il y a des bandes dessinées, Le Monde selon Kev et tout ça, donc qui vend énormément là-bas. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que c'est Kev Adams qui a produit le film. Puis, il a approché Thomas Gilou parce qu'il pensait que grâce à lui, il pourrait avoir des grosses têtes plus âgées, justement, parce que Gilou avait déjà joué avec Gérard Depardieu dans Michou d'Aubert. Puis avec plusieurs de ces autres personnes-là. Fait que c'est cette association, bref, qui a permis d'avoir ce casting tout étoile. Fait que film très léger si vous voulez pas voir des gros dinosaures et être tétanisé par la peur. Le film avait aussi sélectionné au festival de Alpe d'Huez, justement, un gros festival de comédie où cette année, Au revoir le bonheur avait gagné le prix d'interprétation masculine. Dans les autres sorties, écoutez, il y en a un autre. Il y a une comédie romantique Tendre et saignant de Christopher Thompson. Lui qui est un peu dans le monde du cinéma, des fois scénariste. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas réalisé un film. Le dernier, c'était Bus Palladium en 2010, qui avait entre autres Marc-André Grondin dans ce film-là en France, à l'époque où post-Crazy, où il commençait sa carrière française. On a Charlie, qui est une rédactrice en chef d'un magazine de mode, qui est jouée par Géraldine Payas, qu'on a vu dans Tout s'est bien passé récemment, là, qui faisait la sœur de Charlotte Gainsbourg. Fait qu'elle hérite à la mort de son père de la boucherie familiale. Sauf qu'elle, elle veut rien savoir, elle veut la vendre. Sauf que Martial, l'ancien commis du patron, qui est comme rendu le numéro 1, lui décide de se battre pour récupérer le commerce. Fait qu'il va avoir une espèce d'alliance là-dessus pour faire un peu profiter la compagnie, parce qu'on est un peu avant une grosse période, la période des fêtes. Fait que c'est comme un peu un film de Noël, mais tu sais, c'est en France qu'il n'y a pas de neige, ça file pas Noël tant que ça. Allez-y, plus le côté comédie romantique. Fait que les deux vont devoir apprendre à se connaître puis découvrir le monde de l'autre, si on veut. C'est Arnaud Ducret qui fait le gentleman, qui est dans plusieurs comédies françaises. Vous allez reconnaître sa tronche, assurément. Juste faire un petit erratum avant qu'on soit inondé de courriels. Ce n'est pas Charlotte Gainsbourg, mais Sophie Marceau. Sophie, excuse-moi. Je l'ai dit. Pardonnez-nous cette erreur. J'ai fait, ça doit être elle. Ouais. Mais à culpa. Il y a la comédie dramatique iranienne En route, commercialisée pour Hit the Road de Panahi, qui prend l'affiche dans quelques écrans, surtout en version originale iranienne, sous-titrée en français ou en anglais. C'est les membres d'une petite famille iranienne qui sont soudés et quand même assez excentriques, là, qui peut rappeler un petit peu le Little Miss Sunshine, qui vont louer une voiture puis se rendre à la frontière turque pour permettre au fils aîné de fuir discrètement le pays. Fait qu'il y a un genre de road movie qui va nous apprendre aussi comme à comprendre culturellement qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ce genre de situation. Et il y a le documentaire de la semaine. Il y en a vraiment beaucoup ces temps-ci. Le Lac des Hommes de Marie-Geneviève Chabot. Très beau film, en fait, sur la pêche, mais sur les hommes. C'est dans l'espoir de renouer avec leur père, il y a 3 frères qui s'embarquent pour un voyage de pêche de quelques jours, avec celui qui les aura marqués, en fait, par son absence. Un monsieur que on comprend que quand il a eu son divorce, ça a été très difficile à digérer, puis il a décidé de partir à l'autre bout du pays, donc de un peu pas abandonner ses enfants parce qu'ils ont laissé avec leur mère, mais quand même de s'en distancier puis juste les appeler une fois de temps en temps. Fait que là, les enfants ont dans la quarantaine, le père une soixantaine d'années. C'est fascinant de savoir comment ce documentaire-là a pu exister, tu sais. On suit ces 4 hommes-là à la pêche. On comprend qu'il y a un deuxième bateau qui vient filmer des images. Ça rappelle quand même la pêche, là, une petite bière le matin, changer ton gréement, la ligne à l'eau tranquille. Puis c'est vraiment le côté... Tu sais, laissons faire le mot masculinité toxique, mais juste
de voir du monde qui ont grandi, c'est un peu cliché, mais un peu en région, que non, ça n'a même pas rapport avec les régions, juste du monde qui ont pas appris à s'ouvrir nécessairement parce qu'entre autres, ils ont manqué de peut-être de figure parentale puis que leur père est exactement comme ça. Si ça va pas bien, je me sauve plutôt que d'en parler. Puis là, tranquillement, en 2 lignes à l'eau, après une journée de pêche, après un brochet... Ben là, tu sais, ça nous a fait vraiment mal, je t'en veux pas, mais peux-tu m'expliquer pourquoi t'as fait ça? Puis là, on sauve un peu, puis c'est comme... Des fois, tu penses quasiment qu'il va y avoir des conflits, tu sais, mais non, c'est juste comme du règlement. Film assez court, 1h10, 1h15, mais vraiment une belle mise en scène, comment c'est filmé et tout, fait que c'est ça. Hybride entre la pêche puis l'ouverture des hommes, fait que je comprends le titre, Le Lac des Hommes. Fait que du côté social et tout, très intéressant, ce film-là. Et c'est pas mal ça, peut-être d'autres sorties plus nichées là, qui m'ont échappé. Excellent. Ça fait quand même une bonne offrande, une bonne semaine cinéma. La semaine prochaine, moi, tant attendu, en fait, on l'a vu, mais j'espère que vous l'attendez, mesdames et messieurs. Le suspense québécois Arsenault et Fils de Raphaël Ouellette. Excellent film d'ailleurs. Dès cette semaine, on a pu s'entretenir avec l'équipe. Fait qu'on va avoir un épisode spécial pour ce film-là. Écoute, on va s'en garder à dire la semaine prochaine, mais vraiment un solide coup de cœur, je pense, pour nous deux. Et aussi le retour de Buzz Lightyear, mais dans une version différente de celle qu'on connaît. Alors, on vous en jase plus aussi la semaine prochaine. Fait que d'ici là, vous pouvez nous écrire balado au singulier @monciné et comme à l'habitude, procurez-vous le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, bon cinéma!